Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce vendredi soir pour notre dernier numéro avant le début du week-end. Et avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team propose les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Voici la question LGT qui vous attend tout juste après le match des éléphants face à leurs homologues burundais. Éliminatoire mondial 2026 Zone Afrique. Burundi, Côte d'Ivoire. Les choix des Mers Fayet ont-ils été convaincants? Bonne émission en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Voilà, allez, 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie. C'est maintenant Amoureux du sport sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et pour la première partie, je serai accompagnée de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, et on démarre avec LGT News, l'essentiel de l'actualité sportive. C'est bien ici, on y va. LGT News. MMA. McGregor, candidat à la présidence de son pays. C'est une nouvelle assez surprenante. Conor McGregor a annoncé hier sur ses réseaux sociaux qu'il allait se présenter aux élections à la présidence de la République d'Irlande le 11 novembre prochain. L'avenir de l'Irlande avait comme moi président, a-t-il posté. Légende de l'octogone à l'UFC et personnage très controversé, le combattant irlandais veut franchir un autre palier dans sa vie. Cette annonce sonne-t-elle comme une retraite pour Conor McGregor qui avait souhaité reprendre la compétition? Difficile de répondre avec certitude. Les prochains mois devraient situer les amoureux du MMA sur l'avenir de ce combattant. Football, UFOA Zone B, 14 techniciens et encadreurs formés à l'utilisation de la VAR. L'Union des fédérations ouest-africaines Zone B a initié une formation en technologie VAR. Cette session, qui a débuté le samedi 15 mars dernier, s'est achevée hier jeudi avec la remise officielle de diplômes de participation aux participants par le consul du Bénin en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Ernest Darbou. C'était au Centre technique national de football de Bingerville. Durant quelques jours, 14 techniciens et encadreurs venus du Burkina, du Bénin, du Ghana, du Nigeria, du Togo, du Niger et de la Côte d'Ivoire ont travaillé sous la houlette de 2 experts, Mohamed Zedane et Ali. Il faut dire que cette formation a permis d'améliorer les compétences des participants sur l'utilisation de la VAR. En tout cas, Philippe Tchéré, par ailleurs directeur exécutif de l'UFOA Zone B, s'est félicité de la bonne tenue de cette session tout en invitant les participants à appliquer ce qu'ils ont appris tout au long de cette formation. La formation, ce qui a motivé c'est-à-dire nous voulons que notre zone ait la VAR dans nos compétitions futures. Donc, pour pouvoir utiliser l'outil, il faut d'abord former des techniciens. Voilà, donc c'est dans cette optique que nous avons organisé cette formation. Nous intendons utiliser la VAR dans certaines de nos compétitions et lorsque le moment arrivera, évidemment, ce sont ces participants à qui nous allons faire appel. Cannes U17, 22 éléphantos au Maroc. Les éléphantos ont rallié le Maroc dans la nuit d'hier à aujourd'hui en vue de prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie prévue du 30 mars au 19 avril. Pour cette expédition, Diabaté Bassiriki, le sélectionneur, a effectué le déplacement avec 22 joueurs. Il faut dire que l'ossature de cette équipe est majoritairement des jeunes talents ayant participé aux phases qualificatives à Accra, au Ghana, en 2024. La délégation ivoirienne qui a atterri sur le sol marocain a rejoint son QG pour parachever sa préparation au complexe sportif Zieda Palace, situé à 74 km de Casablanca. Pour rappel, la Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe D en compagnie du Mali, de l'Angola et de la Centrafrique. Les éléphantos feront leur entrée en lice le 1er avril face à leurs homologues centrafricains. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Une information complémentaire. Cannes U20, préparation. Les éléphantos dominent le Libéria. Le premier match test entre le Libéria et la Côte d'Ivoire s'est soldé par une victoire de nos pachydermes, 2-1 hier jeudi, au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. Les buts ivoiriens ont été inscrits par Konan Loukou Jaurès et Trévis Dago. Les poulains de Younes Zerdouk disputeront donc une autre rencontre internationale
contre cette même équipe libérienne dimanche prochain dans la même enceinte. Oui, Roger Stéphane. Écoutez, moi, je voulais surtout m'intéresser au comité international olympique. C'est la grande nouvelle, la grande sensation du moment. Près de 131 ans d'existence après, le comité international olympique sera dirigé pour une première fois par une femme, et ça, il faut le signaler. Une femme et qui, en plus, est une Africaine, la Zimbabwéenne Christy Coventry. Elle a 41 ans. Elle succède à l'Allemand Thomas Bach. Christy a été élue hier à la majorité absolue de 49 voix. Elle a supplanté donc les 6 autres adversaires qui étaient dans la course. Ouais. Je l'ai dit, c'est un moment historique. Les femmes comptent désormais, elles sont au nombre de 43 désormais au sein du comité international olympique. Ça fait autour de 40%. Je disais donc que le CIO est un peu un cercle opaque, un cercle fermé dans lequel les hommes ont régné durant de nombreuses années avec de très célèbres présidents. Les plus célèbres sont le baron, le français, baron Pierre de Coubertin. C'est d'ailleurs le père de l'olympisme qui a fait près de 30 ans à la tête de l'institution. Ensuite, il y a le brésilien João Avalanche qui a fait 21 ans à la tête de l'institution. L'actuelle présidente réalise un formidable coup. C'est vraiment rare. Elle a été 7 fois médaillée olympique. Elle est ministre des Sports du côté de Zimbabwe. Et puis, depuis 2013, elle était dans les rouages, elle était dans le juron donc, de l'institution, elle était à la commission des athlètes et là maintenant, elle vient d'être élue présidente. C'est une grande première dans l'histoire du comité international olympique. Elle s'est dit très heureuse et très fière de gagner ce poste-là. Elle va se mettre au travail pour permettre à l'olympisme d'atteindre des niveaux jamais atteints. Dans tous les cas, l'olympisme, le comité international olympique reste, en ce qui concerne le sport, une institution extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est une femme qui recommande, une femme a pris le pouvoir. Bravo, félicitations à Christy Coventry. Au passage, elle est zimbabwéenne, c'est l'Afrique également qui est honorée, parce que c'est la toute première fois qu'une Africaine est à la tête de cette institution. Tout simplement, bravo à Christina Coventry. Voilà, et puis vous l'avez dit, hein, elle est très fière avec ses propos, ses dires ainsi formulés. Je suis particulièrement fière d'être la première femme présidente du comité international olympique, ainsi que la première originaire d'Afrique. J'espère que cette élection sera une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Aujourd'hui, un plafond de verre a été brisé. Je suis pleinement consciente de mes responsabilités en tant que modèle. Effectivement, elle est très fière. Très fière, comme nous tous d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est donc le cas. Et puis, Jean-Philippe, oui, avec vous, on parle sport automobile. Oui, on parle de vitesse absolue avec le sport automobile. Lewis Hamilton, on attendait, il est désormais en rouge. Il a laissé la flèche d'argent de Mercedes et il a posé ses valises du côté de l'Italie et du côté de Ferrari. Et donc, la Formule 1 a repris depuis le week-end dernier avec le Grand Prix de l'Australie où Lewis Hamilton a terminé 10e. Quelques erreurs de stratégie de son écurie, de ses techniciens, n'ont pas permis à Ferrari de terminer la course comme l'écurie l'avait débuté. Et donc, tout le paddock, c'est-à-dire l'ensemble des pilotes, attendaient de voir la surprise Ferrari, puisque dans les starting blocks, ça se disait que Ferrari avait de la puissance cette année et avait recruté Lewis Hamilton pour essayer de retrouver, je dirais, sa place historique, c'est-à-dire leader de la Formule 1. Et dès, je dirais, le second week-end, du côté de Shanghai en Chine, on semble en train de vérifier cela, c'est-à-dire vivre un grand moment avec Ferrari. Il y a la course sprint qui va se passer demain à partir de 2 h du matin GMT. Et Ferrari est arrivé en tête avec Lewis Hamilton. Il a dit lui-même, il était surpris de ce résultat-là. Il ne s'y attendait pas aussitôt avec une belle performance de son véhicule. Il a terminé donc premier pour cette course sprint devant Max Verstappen et devant Oscar Piastri et son coéquipier Charles Leclerc. Donc à partir de 2 h du matin, on aura l'opportunité de suivre ce grand événement. Il faut dire que cette année, pas moins de 4 écuries peuvent prétendre au moins à la victoire finale. Ferrari, Red Bull, McLaren et sans oublier Mercedes. Ce sont des écuries qui sont, je dirais, très en forme cette année. Donc normalement, les différentes récompenses devraient être très disputées. Donc on attend de voir ce que cela va donner. Et si ces résultats engrangés par Ferrari et Lewis Hamilton vont annoncer une saison assez épique. Lui qui court cette année dans l'espoir de remporter un 8e titre mondial, ce qui ferait de lui le recommande absolu en termes de titre de champion du monde de Formule 1 devant Michael Schumacher. Donc c'est une saison assez épique pour Lewis Hamilton, dit LH44. Roger Stéphane, fan de Hamilton?
Non, je ne suis pas un fan de Hamilton. Je suis un fan de Schumacher, qui a été pendant longtemps le grand bonhomme de cette discipline. Je suis un fan de Ayrton Senna, qui dans les années antérieures a été un formidable champion. Je citerai également le Français Alain Prost. J'ai vu que Hamilton était un bon champion quand même. C'était un grand champion qui, pendant de nombreuses années, a dominé la compétition. Là, il est quelque peu en perte de vitesse. Maintenant, il est dans l'écurie la plus puissante, qui est Ferrari. Oui. Là, sur le sprint, il s'impose. Mais sur les courses, la dernière fois, il a terminé 10e. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner tout au long de la saison? Je n'en sais rien. Mais j'avoue que je ne suis pas principalement de ses fans. Par contre, l'équipe dont je suis fan en ce moment, c'est l'équipe des U20. Nos U20. Qui ont donc disputé un deuxième match amical face à l'équipe du Libéria. Exactement. Et qui sont en train de préparer progressivement la CAN de leur catégorie qui aura lieu à Abidjan. La préparation se poursuit donc bien après avoir affronté le Nigeria qualifié dans la compétition pour avoir coupé la poire en deux, 2-0 et 2-0. Maintenant, c'est le Libéria. Le Libéria, certes, n'est pas qualifié, mais c'est un bon sparring partenaire qui nous permet de rester en contact avec ce football anglais de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a le Ghana dans notre poule, on a la Tanzanie également dans notre poule. Donc, bravo aux garçons. Zeddouk peaufine bien sa préparation. Castage ont permis à nos garçons d'être, je n'ai pas envie de dire quasiment prêts, mais d'être plus ou moins prêts pour aller à cette compétition. Je rappelle qu'on a été éliminé dans les éliminatoires, notamment au tournoi de l'UFOA B. On a été repêché parce qu'on est organisateur de la compétition. Maintenant, on espère que tous les efforts qui ont été faits sur la nomination de Zeddouk, sur le travail qui est fait, avec l'ensemble de son staff, accompagné par Begriago, ils vont aller à cette compétition et faire un bon résultat, notamment être parmi les 4 premiers, pour se qualifier pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Chili au mois de septembre. Donc, bravo. On attend le match de tour face à l'équipe Libéria. Je crois que ce sera le dimanche. C'est bien ça, le dimanche, pour sans doute confirmer ce bon résultat et puis peut-être entamer un peu plus tard cette compétition. Voilà, allez, on marque une petite pause, amoureux du sport, seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. Vous ne bougez surtout pas, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous passons au focus de notre émission. C'est maintenant. Et pour le focus de ce soir, on s'intéresse aux éliminatoires mondiales 2026, zone Afrique, les premiers résultats. La 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, a débuté donc mercredi. Notons à quelques minutes de la fin du match Burundi-Côte d'Ivoire, le score est de 1-0 en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc en attendant de débriefer sur ce match dans l'actu, voici les premiers résultats enregistrés dans les différentes poules. Au niveau de la zone Afrique, les résultats de la 5e journée, groupe A, la Sierra Leone a battu la Guinée-Bissau 3-1, le Burkina Faso a battu Djibouti 4-1, l'Éthiopie et l'Égypte sont en train de s'affronter actuellement. Au niveau du groupe B, la République démocratique du Congo a pris le meilleur sur le Soudan du Sud 1-0. Ce samedi, on aura Togo-Mauritanie et Soudan-Sénégal. Au niveau du groupe C, le Zimbabwe et le Bénin n'ont pu faire mieux qu'un 2-2. L'Afrique du Sud a battu le Lesotho 2-0. Le Rwanda s'est incliné à domicile face au Nigeria 2-0. Dans le groupe D, Eswatini et le Cameroun sont partis dos à dos du côté de Nelspruit en Afrique du Sud 0-0. Cap-Vert a battu l'île Maurice 1-0. La Libye et l'Ouganda se sont neutralisés 1-1. Au niveau du groupe E, le Niger et le Maroc rencontrent en cours. Au niveau du groupe F, le Gabon a pris le meilleur sur les îles Seychelles, 3-0. La Gambie et le Kenya ont fait 3-3. Au niveau du groupe G, Mozambique a battu l'Ouganda 3-1. Botswana s'est incliné face à l'Algérie 3-1 également, mais à domicile. Et la Guinée face à la Somalie, c'est une rencontre qui est en cours. Au niveau du groupe H, le Libéria s'est incliné face à la Tunisie 1-0. Le Malawi s'est incliné également face à la Namibie 1-0. La Guinée équatoriale a battu Sao Tomé et Principe 2-0. Au niveau du groupe I, la Centrafrique s'est inclinée face à Madagascar 4-1. Il faut noter que la Centrafrique est entraînée désormais par l'ancien entraîneur du Cameroun, Rigobert Song. Les Comores se sont inclinés face au Mali 3-0. Et le Ghana face au Tchad, la rencontre est en cours. Et le Ghana menait 4-0 tout à l'heure. Très bien. Voilà, et puis bon, messieurs, déjà, comment on explique la contre-performance du Cameroun face à l'Eswatini? Écoutez, c'est dans le groupe D. Le match s'est soldé par un score vierge de 0-0. Mais il faut signaler quand même qu'il y a eu une très grosse domination de l'équipe du Cameroun, avec plus de 67% de possession des balles. Ils se sont créés beaucoup d'occasions de but. Malheureusement, ils n'ont pas pu scorer. Donc, ils sont accrochés par l'équipe de
Eswatini, c'est bien ça? Oui. Eswatini. Bon, autant pour moi. J'ai vu que le Camerounais a aligné la grosse batterie. Hein. J'ai regardé un peu le 11 Camerounais avec Onana, Onglan, Mbeno, Bassokong et Vincent Boubaka. C'est la grosse machine de l'équipe du Cameroun. Malheureusement, les Camerounais n'ont pas réussi à s'imposer 0-0. Dans cette même poule, il y a eu un très bon résultat, celui du Cap-Vert, qui a battu l'île Maurice, je crois, 1-0. Les Cap-Verdiens sont désormais en tête avec 10 points. Les Camerounais sont deuxièmes avec 9 points. Derrière, on a la Libye qui est troisième avec 8 points. L'Angola a 7 points. Autrement, si vous avez bien compris, la poule est extrêmement serrée et les dernières journées vont se disputer jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, on note cette contre-performance des Camerounais qui auraient pu prendre 3 points tranquillement face à cette modeste équipe. Malheureusement, Vincent Boubaka et ses amis ont échoué. C'est un peu dommage pour Marc Brice. Le Cameroun coince. On attend la 6e de journée pour voir si les Camerounais vont pouvoir se relever. Marc Brice qui a aussi donné quelques arguments hein, par rapport à la contre-performance justement de son équipe. Oui, il a expliqué que c'était lié à une conjoncture de la logistique organisationnelle, ça peut être beaucoup plus large au niveau de cette équipe du Cameroun. On sait qu'à chaque conférence de presse, il va ressasser l'histoire de ses adjoints qu'il a choisis qui ne sont pas sur le banc de touche. Lors de la conférence de presse, il a été un peu dubitatif sur un joueur qu'il avait sélectionné auparavant avec l'équipe nationale du Cameroun et qui n'était pas présent sur la liste, un peu étonné qu'on parle d'un garçon et qu'il disait qu'il ne connaissait pas alors qu'il avait sélectionné, juste pour faire comprendre que certains joueurs sont en sélection nationale pas de son fait, alors qu'on se rappelle que lors de sa première conférence de presse, il avait dit qu'avec lui, ça n'allait jamais se faire du côté du Cameroun et qu'il ne laisserait aucune immixtion d'une tierce personne dans le choix des joueurs. Bon, là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui avec cet exemple? Donc, on sent que c'est un bras de fer engagé depuis son arrivée au niveau du Cameroun à la tête des Lions indomptables qui continue. Voilà, et malheureusement, c'est au détriment de la sélection camerounaise. Elle a réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc où elle va rencontrer la Côte d'Ivoire puisqu'on est dans le même groupe. Elle essaie de se qualifier pour la Coupe du Monde. Cette équipe du Cameroun qui ne manque pratiquement plus les éditions aujourd'hui. Elle était présente au dernier mondial. Et donc, là, on ne pourra pas dire que c'est mal parti pour eux puisque c'est la 5e journée, c'est la fin des rencontres des phases allées. Il y aura encore 5 rencontres à disputer dans cette poule. Le Cameroun aura l'opportunité de se refaire puisque le Cameroun va affronter ses adversaires directs. Ouais. Ils ont encore leur destin entre leurs pieds. Mais sur cette rencontre, je pense qu'il n'y a rien de nouveau qui a été dit depuis l'arrivée de Marc Brice. Problème organisationnel, il y a eu au niveau du plan de vol 2 choix. Le mauvais choix a été celui qui a été pris. Ouais. Les joueurs n'ont pas pu se rendre tôt, je dirais, dans la ville où ils devaient disputer la rencontre. Il dit qu'ils sont arrivés fatigués, mais quand on regarde la prestation, bon, est-ce que c'est la fatigue qui a fait qu'ils ont manqué les buts avec 67% de possession et énormément d'occasions? Puis jouer en Afrique du Sud, terrain neutre face à Eswatini, voilà, bon, quand même. Mais je pense que, voilà, le problème d'être ailleurs, je pense que la perturbation même n'était peut-être pas forcément physique. Elle était aussi morale et mentale pour les joueurs parce que ce n'est pas normal que des positionnels puissent attendre 4 heures de temps dans un aéroport et rejoindre le lieu de la rencontre qui est à 350 km en bus. Et je pense que c'est plus ça qui a joué dans l'esprit des joueurs que la fatigue physique. Voilà, c'est aux responsables camerounais de trouver maintenant, je dirais, la bonne entente pour ne plus que cela se répète. Très bien. Et puis, on a la Tunisie, après sa victoire face au Libéria. Hein, est-ce qu'on peut dire que la Tunisie a fait un grand pas vers le Mondial 2026? Les Tunisiens sont leaders de leur poule avec 13 points. Ils ont battu le Libéria 1-0. Ils ont inscrit très tôt ce but face au Libéria. C'était à la 4e minute. Ils l'ont protégé jusqu'à la fin de la rencontre. C'est un très bon résultat pour l'équipe de la Tunisie qui consolide donc sa place de leader dans ce groupe H. Derrière, on a la Namibie qui a 11 points. Le Libéria est 3e avec 7 points. Ensuite vient Malawi et Guinée équatoriale 6 points. Autrement, les Tunisiens ont le 4 en main pour piloter la trajectoire de cette compétition dans la poule H. La Tunisie est une équipe qui est d'ailleurs attendue comme l'un des leaders, sinon le leader de sa poule. C'est une confirmation sur l'ensemble de la compétition. Ils font très très fort, 13 points, c'est pas mal sur le niveau de la compétition en ce moment. Oui, on n'est pas surpris. La Tunisie est en train de faire le pas pour aller se qualifier pour la Coupe du monde de football. Jean-Philippe, sur la Tunisie? Mais écoutez, c'est un pays qui gère très bien les éliminatoires de la Coupe du monde. On ne va pas dire que c'est un pays qui a la chance très souvent d'être dans une poule avec certaines nations qui sont relativement faibles. Mais même quand elle est dans une poule avec des nations à fort potentiel, elle arrive à s'en sortir grâce à son expérience. Et donc, je ne suis pas surpris de voir la Tunisie mener, je dirais, la tête de son groupe. Voilà, c'est l'un des pays les plus
titré en termes de participation en phase finale de la Coupe du Monde. Et je pense qu'ils ont l'organisation et l'expérience qu'il faut pour pouvoir continuer sur cette lancée. Ils n'ont d'ailleurs pas le choix parce qu'ils ont fait une très mauvaise Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Ils ont été éliminés au premier tour. Donc forcément, la qualification pour la Coupe du Monde reste de leur priorité. Et pour l'instant, ça se passe très très bien pour les Tunisiens. Le Mozambique, bon, est-ce qu'il complique sérieusement la tâche à l'Algérie, Jean-Philippe, le Mozambique? Ben, écoutez, les Algériens, c'est un peu comme la Tunisie, sauf que lors du dernier mondial, les Algériens ont très peu goûté l'élimination. Ouais. Voilà, à cette phase finale de la Coupe du Monde, on se rappelle de cette rencontre épique des Camerounais à Blida, qui sont allés tout simplement, je ne vais pas dire endeuiller, mais faire endormir toute une nation dans un stade qui était réputé mythique, dans une forteresse réputée inviolable. Les Camerounais, les Algériens ne se sont pas remis. On a vu également au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ils ont enchaîné les codes performances. Ils ont été obligés de se libérer de leur entraîneur qui leur a permis d'épingler leur seconde étoile sur le maillot, Djamel Belmadi. À l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire, ils étaient basés à Bouaké. Là, ils repartent sur cette campagne de la Coupe du Monde avec la ferme volonté de se qualifier. Sauf que ces dernières années, en Afrique, il faut dire qu'il y a vraiment... le terme de petite nation est devenu très peu utile concernant certaines nations. Le Mozambique a une formation qui joue régulièrement les grandes compétitions. Elle est dans une zone géographiquement sur le continent africain qui voit le football entier se développer à vitesse grand V. Donc, on a vu également cette équipe pendant la CAN en Côte d'Ivoire qui pratiquait un excellent football. Aujourd'hui, on n'est pas surpris que ces joueurs-là fassent preuve d'une très belle et très grande ambition dans ce groupe-là. Maintenant, comme je le disais, on est juste à la fin de la manche aller. Au niveau de la manche retour, c'est là où l'expérience maintenant va parler, va faire la différence. Et on attendra peut-être à 3 journées de la fin pour s'assurer que ce mano à mano est toujours d'actualité, ou voir si l'Algérie se serait détachée véritablement de cet adversaire en commun. L'Algérie, c'est quasiment un peu comme la Tunisie également. Mauvaise Coupe d'Afrique des Nations de football, priorité, qualification pour la Coupe du Monde. C'est déjà fait quasiment pour la Coupe d'Afrique qui va se jouer au Maroc. Dans ce groupe G, le Mozambique a battu l'Ouganda 3-1. C'est une très belle victoire des Mozambicains face aux Ougandais. L'Algérie a battu le Botswana 3-1. Les deux équipes ont 12 points. Algérie, 12 points. Mozambique, 12 points. Autrement, comme dit Jean-Philippe, on va attendre la suite des éliminatoires pour voir laquelle des équipes va se dégager. Mais a priori, en tenant compte de l'expérience et du vécu des Algériens, ça devrait peut-être tourner en leur faveur. Mais attention à cette compétition dans laquelle il n'y a qu'une seule équipe qui est qualifiée par poule. Les deux équipes ont 12 points. Maintenant, c'est aux Algériens de mettre le gaz parce que, comme vous le dites si bien, ça complique un peu la tâche. La belle victoire mozambicaine face à l'Ouganda complique quelque peu la tâche de l'équipe algérienne. Exactement. Et on a le Burkina Faso qui s'est relancé, le Burkina Faso. Oui, le Burkina Faso s'est relancé. Les étalons du Burkina Faso, on doit le dire clairement, ils n'ont jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Et cette année, avec l'accroissement du nombre de nations ayant la possibilité de participer à la Coupe du Monde, ça donne de l'espoir à plein de nations. Je pense que c'est dans cet hospice que le Nigeria se trouve. Voilà, ils ont enregistré l'arrivée de trois nouveaux internationaux d'origine ivoirienne. Voilà, l'équipe se renforce et donc je pense qu'il faut compter avec les Burkinabés. C'est vrai que c'est une équipe nationale qui, malheureusement, sur le sprint final, commet beaucoup d'erreurs en termes de concentration, en termes de... Bon, c'est le terme camerounais qui me vient en tête de MLS, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la force morale, généralement, de pouvoir supporter et soutenir la pression lorsqu'elle se présente à elle, l'équipe camerounaise, dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Est-ce que cette année, cette équipe va réussir ce coup-là? Ben, on attend de voir. On attend de voir. Allez, le match Burundi-Côte d'Ivoire vient de prendre fin avec la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, 1-0. On fera donc le débrief tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on marque une petite pause. Et on se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous avons été rejoints pour la deuxième partie de Coach Kouadio Georges. Bonsoir, coach. Bonsoir, notre toute belle. Comment vous allez? Ça va, merci. D'accord, ravi de vous retrouver. Et puis, Métier, bonsoir. Bonsoir, Marquissi. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord, donc avec vous, Métier, Coach Kouadio Georges, Roger Stéphane et Jean-Philippe, on fera... Yabo Jean-Philippe. On fera le débrief. Oui.
Le débrief du match Côte d'Ivoire-Burundi, bien sûr, avec la victoire des éléphants, n'est-ce pas? Vous me confirmez, Métchétché, la victoire des éléphants, un but Oui, les éléphants ont gagné par 1-0. Ce but a été marqué à 16e minute par Guessant sur une passe décisive de Sébastien Haller, qui confirme qu'on peut toujours compter sur lui malgré son état de forme un peu vacillant. Voilà, donc la Côte d'Ivoire a gagné par 1-0 dans un schéma tactique inédit. Hein. Le coach Emers Faé a, pour la première fois, fait jouer son équipe en 3-4-3. D'accord? En 3-4-3. En face, le coach burundais a lui choisi de jouer, il a choisi de jouer en 5-4-1. Donc 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et 1 attaquant. Avec pour eux la possibilité de se projeter très très rapidement vers l'attaque, vers l'avant en cas de récupération de ballon. Ils l'ont tellement bien réussi qu'ils ont failli nous créer un problème. Hein. Malheureusement, heureusement, oui. Ils n'ont pas réussi. Nos défenseurs ont été très très vigilants là-dessus. Ensuite, sur la première période que tout le monde a vue, on a eu un match ouvert. Un match ouvert. Les Burundais voulaient gagner la Côte d'Ivoire, donc ils se sont allés dans le combat, ils se sont engagés dans le combat. Et c'est dans ces moments-là qu'on a eu un moment de flottement, les 15 premières minutes. Après, il y a eu ce but. Et en seconde période, ils ont choisi de jouer très bas. L'entraîneur Faye Emers fera un réaménagement tactique en seconde période, passer de 3-4-3 en 4-3-3. Donc il a fait des changements, ce qui a eu pour conséquence d'assiéger les Burundais dans leur camp. Résultat, les Burundais n'ont tiré qu'une seule fois au but, alors que la Côte d'Ivoire a eu un peu plus de chance dans les tirs au but, dans les tirs cadrés au but. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Métchétché, pour ce résumé. Qui fait du bien à Jean-Philippe et moi. Voilà, qui fait du bien à Roger Stéphane et Jean-Philippe et moi aussi. Voilà. Allez, donc là, du coup, on a une question LGT maintenant pour vous, amoureux du sport. Éliminatoire mondial 2026, Burundi, Côte d'Ivoire. Les choix d'Emers Faé ont-ils été convaincants? Pour nous joindre, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. D'ailleurs, le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Les éléphants avaient un gros défi à relever donc, face aux hirondelles du Burundi ce soir, au stade de Meknès. Le sélectionneur national, Emers Faé, était également très attendu au niveau de son projet de jeu. Ses choix ont-ils été convaincants? Regardons cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur le plateau de la grande team. Le sélectionneur national Emers Faé et ses poulains en étaient conscients. Le voyage au Maroc pour affronter le Burundi dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 était loin d'être une villégiature. Au classement du groupe F, les hirondelles ne pointaient qu'à 3 longueurs des éléphants. Une victoire s'imposait donc à la sélection ivoirienne pour prendre ses distances avec son homologue du Burundi. Ces 3 points étaient d'autant plus nécessaires qu'il était logiquement attendu que le Gabon prenne la tête de la poule après son match face aux Seychelles. Les Panthères ayant fait le travail en dynamitant les Pirates 3-0, les éléphants n'avaient d'autre choix que de venir à bout des hirondelles du Burundi ce soir à Meknès. En plus de cela, Emers Faé, qui a affirmé avoir changé sa stratégie managériale, était très attendu au niveau de son projet de jeu. Ces choix ont-ils été convaincants? Les choix du sélectionneur national Emers Faé ont-ils été convaincants ce soir? Burundi, Côte d'Ivoire, messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter avec notre tour de table au quotidien. D'accord, ok. Ça, oui, non, je n'ai pas bien vu. Un oui pour Métchétché, Roger Stéphane? Un oui aussi. Donc un oui pour tout le monde, à l'exception de Jean-Philippe qui nous donne un non. Coach de Georges, oui, vous pouvez argumenter, s'il vous plaît. Oui, je pense que les choix du coach Faé Emers ont été de bons choix. Parce que d'abord, on choisit pour gagner. Il a gagné son match. Et il a choisi un système pour la première mi-temps où il a joué en 3-4-3.
3 avec un défenseur central inédit qui est Bamin et Agbadou et Senghor qui ont fait la ligne de 3. Et voilà et Aoulou et Kessé dans le milieu axial. Et sur les côtés, nous avons eu Camara et Guela. Guessant, et puis À l'heure. et Crasso. Crasso. À l'heure était en pointe et Crasso et Guessant étaient sur les côtés et des fois ils venaient dans le milieu pour pouvoir renforcer le milieu afin de densifier ce milieu-là. Et ce qui a bien marché parce que il y a eu tous les joueurs étaient pratiquement techniques. Quand tu prends Camara, Bamin et même Agbadou, il m'a surpris agréablement avec ses passes bien recherchées au sol, bien claquées aux partenaires. Et Senghor qui m'a aussi surpris agréablement avec son engagement physique dans l'axe. Je pense que le coach connaît bien ses joueurs. Il a choisi des joueurs pour un système qui a permis, dans les 15 premières minutes, d'avoir ce but-là. Et de pouvoir posséder le ballon. À aucun moment, j'ai vu cette équipe de burundaise nous dominer ou bien pour avoir le ballon, nous créer des ennuis. Non, on a été serein, on a contrôlé le jeu, sauf que les buts ne sont pas venus comme on aurait souhaité, mais quand même, un but suffit à notre bonheur. Et ensuite, en deuxième mi-temps, avec les remplacements qui ont été faits, nous avons vu que ce système 3-4-3 a été changé en 4-3-3 avec Baba qui est venu dans le milieu et Kessé, et Ibrahim Sangaré. On a vu Adnigra qui est rentré, et aussi avec Guessant qui est passé de l'autre côté, et puis sur le côté Akpa qui a pris sa place dans l'axe, après il est passé sur le côté. Donc pour moi, le coach connaît très bien ses joueurs, il a eu l'équipe qu'il fallait pour ce match qu'il fallait avoir les 3 points. Très bien, donc, nous avons... Moi, le choix c'était de bons choix, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, coach. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kofi Mathieu. Merci bien, je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Voilà, et on vous écoute. Burundi-Côte d'Ivoire, les choix du sélectionneur national ont-ils été convaincants? Bon, moi je dis oui. Parce que on a pu gagner le match. Si on n'avait pas pu gagner, on allait trouver d'autres mots à dire. Mais on a tout fait. L'équipe burundaise n'a pas pu contourner ce système-là. Ouais. Les joueurs ont répondu présent. C'est vrai, on aurait voulu marquer à ce début, on n'a pas pu, on a gagné le seul but qui nous donne les 3 points. Ouais. Donc moi je crois qu'on doit se contenter de ça et puis venir achever ça au stade de l'Est pour voir le lundi. L'essentiel était de prendre les 3 points pour passer devant le Gabon. Le match, c'est le mardi. Le mardi. Le mardi plutôt, pas le lundi. Ah, mardi, d'accord. Donc, je crois que moi, ça m'a convaincu. Oui. Ça m'a convaincu dans l'animation. Notre défense n'a pas été mise à rude épreuve comme ça. Ils ont répondu présent, donc moi, je crois que c'est bon. D'accord, ok, vous êtes satisfait. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Merci. Voilà, M. Kofi Mathieu qui nous appelait donc de Mbato. Burundi, Côte d'Ivoire, les choix des Mesfaye ont-ils été convaincants? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Oui, Roger Stéphane, on écoute vos arguments. Écoutez, j'ai mis oui, mais souffrez que je n'ai pas aujourd'hui ma lucidité habituelle du fait qu'on a regardé que 40 minutes du match pour les raisons du plateau. Donc, c'est un peu difficile pour moi, mais pour 3 petites raisons. Je peux affirmer que oui, les choix ont été convaincants. La première des choses, c'est qu'on a gagné. L'objectif, c'était de gagner. On a gagné 1-0. Le but a été inscrit par Nguessan à la 15e minute. Oui. On gagne 1-0. Objectif atteint. Deuxième élément, c'est qu'on reste leader de notre poule. Notre adversaire direct, le Gabon, a battu les Seychelles 3-0, avait pris momentanément la tête de notre poule. On gagne aujourd'hui, on prend les 3 points, on retrouve la tête de notre poule. Donc, c'est atteint. Le troisième élément, c'est que ce que j'ai pu voir,
l'équipe burundaise ne nous a pas mis en difficulté. On n'a pas été vraiment en difficulté face à cette équipe burundaise. Elle n'a pas été très très dangereuse. Les éléphants dans l'ensemble, ce que j'ai pu voir en tout cas, ce que j'ai entendu de mes aînés, les éléphants ont contrôlé cette rencontre, ils ont dominé cette rencontre. À partir de cet instant, on va dire que Faye Mess, oui, a réussi son coup parce qu'il a fait des changements, il a apporté des modifications vraiment significatives, mais qui ont permis aux éléphants de gagner. On va s'en tenir à ça. C'est des faits élémentaires. Mais sinon, par contre, quand je regarde la composition de départ de l'équipe, j'ai eu quelques inquiétudes. Quand je regarde la tactique, le système de jeu, le 3-4-3, j'ai eu quelques inquiétudes. Quand j'ai vu quelques phases de jeu, j'ai eu quelques inquiétudes. Mais dans l'ensemble, Faye a reçu son coup. On va lui dire félicitations. On gagne, on prend 3 points, on reste leader. On a été solide face à l'adversaire. Je pense qu'on ne demanderait rien d'autre à un sélectionneur. Très bien. Jean-Philippe, par contre, n'a pas été convaincu. Oui, je n'ai pas été convaincu par les choix. Maintenant, on gagne ce match. Donc, oui, les choix étaient payants. Moi, j'estime qu'il y a une différence entre un choix payant et un choix convaincant. Donc, les choix, effectivement, étaient payants parce qu'on gagne ce match. Mais est-ce que l'objectif de Faye, quand il a mis sur 3-4-3, c'était uniquement de gagner ce match? Je ne le pense pas. On a tous entendu sa conférence de presse d'avant-match. Il avait une idée de jeu en tête. Il a toujours une idée de jeu en tête quand il met ses garçons. Il est même pour dominer. La Côte d'Ivoire n'a véritablement pas dominé ce match. Elle a joué par à-coup. Il faut le dire clairement, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Les garçons se cherchaient, malgré le fait qu'ils aient travaillé toute la semaine pour ce dispositif en 3-4-3. On ne peut pas dire qu'on était vraiment satisfait de la production de nos joueurs. On gagne 1-0, on gagne petit bras. On s'est créé combien d'actions franches dans cette rencontre? Moi, j'ai suivi jusqu'à l'action de Crasso, le piqué qu'il a manqué. Et je me dis, à part ça, à part le premier but de Sébastien Haller, à quel moment on était dangereux dans la surface, à quel moment on a mis à rude contribution le gardien de cette formation sur la première mi-temps qu'on a suivi intégralement. Ça n'a pas été le cas. Il fait ce choix de 3-4-3. Pourquoi? Parce que par anticipation, ce qui est normal, on n'est pas à sa place, mais il doit anticiper sur ce que l'adversaire, le coach adverse va faire. Il partait dans un système en se disant que l'équipe adverse, dès l'entame du match, allait essayer de contenir les assauts de notre équipe nationale, évoluer en bloc bas et empêcher nos ailiers, qui sont nos éléments forts, de pouvoir les dominer pour trouver à chaque fois nos attaquants. Ouais. Mais sur cette rencontre, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a une densification de l'adversaire au milieu des terrains. Avec l'impact physique qu'il fallait, ça a automatiquement, comme on appelle, perturbé nos athlètes, nos joueurs. Par un moment, on a vu Kessié et Sébastien Haller se plaindre de la ligne défensive qui était trop éloignée de la ligne médiane. On a laissé l'adversaire jouer. L'adversaire a tout simplement manqué d'ambition dans son jeu. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de repartir avec cette victoire. Donc, le choix était payant, oui, mais le choix pour moi n'a pas été convaincant, comme la question le dit. Parce que normalement, cette équipe de Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique, qui croise le Burundi, on peut même gagner 1-0, on peut gagner 3-2, mais à la manière, il y a ce qu'on attend de cette équipe championne d'Afrique qu'on n'a pas eu dans le jeu. Ça, il faut avoir le courage de le dire, pour moi personnellement. Donc oui, ce choix était payant, l'objectif était atteint, on a gagné ce match, mais ça n'a pas été convaincant. À preuve, il est revenu à ses fondamentaux, comme ils l'ont dit en fin de match, en revenant dans un 4-3-3, qui est la formation de base des éléphants. Et quand il est revenu en 4-3-3, comme le grand frère Aimé Tchétché l'a dit, l'équipe était plus dominante, plus souveraine, et elle a contenu l'adversaire dans son camp. Imaginez s'il était resté dans ce rythme d'entame de match, on ne peut pas être devin, mais sûrement que peut-être on aurait pu gagner avec la manière et plus de buts. Donc moi, j'estime que déjà commencer la rencontre en 3-4-3 n'était pas le meilleur des choix à faire, parce que c'est à la Côte d'Ivoire d'imposer son style de jeu à son adversaire. Ce n'est pas à la Côte d'Ivoire de s'adapter à un adversaire qui s'appelle le Burundi. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe nationale, on n'a pas à anticiper sur le jeu et à changer notre manière de jouer pour cette équipe. On a vu aujourd'hui, on a eu une victoire à petit bras. L'équipe n'a pas produit un football assez séduisant. Pour l'Ivoirien que je suis, on sait très bien que nous sommes des personnes assez exigeantes. On attend toujours notre équipe nationale qu'elle gagne avec la manière. Et cette manière, elle n'a pas trop été aujourd'hui. En tout cas, Jean-Philippe n'est pas du tout content, pas du tout satisfait, pas du tout convaincu. Voilà, la question est pour le score. Pour le score, mais vous n'êtes pas satisfait par les choix. Voilà. Éliminatoire mondial 2026, les choix d'Emmes Faé ont-ils été convaincants? C'est donc un grand non pour Jean-Philippe et c'est un oui pour Aimé Tchétché. On écoute vos arguments. Oui, parce que dans un match, quand on va jouer un match, il faut se donner les moyens de le gagner. L'entraîneur a choisi de jouer dans un 3-4-3 en première période parce qu'il fallait, selon lui, certainement, marquer des buts. Donc il a choisi d'aligner les attaquants qu'il a sur sa liste, les attaquants convoqués, notamment
Sébastien Haller en pointe, Jean-Philippe Crasso, qui est le buteur de son club, de son équipe en ce moment, Paris Football Club, et Guessant, c'est le buteur de Nice. Voilà, une attaque à 3 têtes, avec un léger décalage pour Crasso, qui devait descendre au milieu, une sorte de 9,5. Ça a marché. Ils ont tâtonné un peu. Et puis, 15 minutes, 16e minute, on a marqué le but. Il a mis les joueurs qu'il fallait pour pouvoir marquer d'abord son territoire. Son territoire, c'est de marquer un but. Ils l'ont réussi en première période. Après, il y a eu 2 occasions ou 3 occasions nettes de buts manqués. À la 20e minute, l'occasion de Guelad Boué, en première période. Oui. Et puis en seconde période, il y a l'occasion de Philippe Crasso, Jean-Philippe Crasso, qui manque son face-à-face face au gardien burundais. Le lobe qu'il essaie de faire et qui passe à côté. Voilà. Donc, ça aurait pu marcher, il aurait pu gagner là 3-0, qu'on n'aurait pas crié au scandale. Après, je reconnais aussi que ce système a des limites. A eu des limites, a eu ses limites en première période et en début de seconde période. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on connaît l'état de forme de Sébastien Haller. Il n'a pas eu les déplacements habituels au niveau de l'attaque. Crasso a été légèrement en deçà de ses performances qu'on lui connaît. Et puis, au milieu de terrain, c'était un peu difficile. C'était un peu difficile parce que les 3 milieux de terrain, les 2 milieux de terrain, oui, ceux qui jouent dans l'axe du terrain, notamment Kessia Aoulou, n'ont pas eu beaucoup de ballons. Ils n'ont pas récupéré beaucoup. Je veux dire, ils n'ont pas distribué beaucoup de ballons. Les deux pistons ont joué leur rôle. D'accord. Mais c'était juste une seconde, juste oui, le temps de l'appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Monsieur Montpellier Anatole. D'accord. Et vous nous appelez de Zouboubou. Très bien. Bienvenue alors. L'éliminatoire mondial 2026, les choix des Mesfaye ont-ils été convaincants? Bon, on a gagné, bravo. Mais je ne suis pas content du jeu des joueurs. Ils se sont mélangés les pieds. C'est pas normal. L'équipe nationale ivoirienne ne doit pas jouer comme ça. Ils se sont mélangés les pieds. Ils ont joué, et ils vont l'attaque, ils reviennent. Et celui qui a marqué le but là, il est devenu transparent sur le terrain. Il ne jouait plus rien de bon. Alors c'est pas normal. On a gagné, bravo, mais il faut, ça doit revoir ces joueurs. Il doit revoir. Il a marqué le but, mais il est devenu transparent. Il ne joue rien de bon. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Oui, mais donc pour terminer sur ce point, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire a au moins eu 4 tirs, dont un est rentré dans les filets. Les Burundais n'ont eu aucun tir. Ne pas donner de place à l'adversaire. C'est vrai que le Burundi est 139e au classement mondial, au classement FIFA, mais vous savez très bien que dans ce genre de situation, quand ces équipes-là sont mal classées comme ça au niveau mondial, elles jouent leur va-tout devant le champion d'Afrique. Je vais vous donner un exemple. Hier ou avant-hier, le Cameroun a subi la furia des Eswatiniens. Voilà des gens qui sont restés très bas, mais qui se sont projetés très très rapidement et qui ont créé tous les dangers à l'équipe du Cameroun. Donc, la Côte d'Ivoire est toujours attendue. Ça, c'est un match de qualification. Il fallait le gagner. L'entraîneur a réussi son pari en gagnant cette équipe. Après, quand on sera libre, l'entraîneur pourra faire ce qu'il veut. Mais, en fin de match, il a recomposé son équipe. Malheureusement, il n'y avait plus beaucoup de temps. Mais on a vu quand même des talents dans cette équipe. Très bien. Alors, parlons justement de talents et autres. Coach Kouadio-Georges, quels sont pour vous les tops et les flops au terme de ce match? Il faut dire que sur ce match, trouver des flops et puis des tops, je dirais que Guessant a marqué son but. Je peux dire qu'il a été bon. Pour moi, il a été bon. Il fallait qu'il marque. Et il s'est retrouvé dans l'axe
Moi, quand je vois Guessant jouer, constamment, il est sur le côté quand il vient en équipe nationale, ici, et il a une débauche d'énergie suffisante, mais il n'arrivait pas à cadrer. Et quand il s'est retrouvé dans l'axe, la seule occasion qu'il a eue, il a pu la mettre au fond. Donc, je me dis que c'est un garçon qui va s'améliorer avec le temps. Donc, pour moi, c'est un top. C'est un top. C'est un top. Et aussi, pour dire qu'on va trouver des flops là, sincèrement, ils se sont battus pour arriver à la victoire. Je ne saurais trouver un flop. D'accord, donc pour vous, pas de flop. Oui, écoutez, moi, sur ce que j'ai vu, j'avoue que j'attendais beaucoup de Crasso, qui avait été excellent face à l'équipe du Tchad, notamment dans sa position de 9,5 en appui d'un seul avançant. Son pied gauche avait été magnifique, mais sur ce match, non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai vraiment pas compris son jeu aujourd'hui. Je suis content pour Guessant, qui a marqué enfin, qui s'est libéré, qui s'est délivré avec ce but inscrit à la 15e minute. On attendait tous le but de ce garçon avec les éléphants, vu qu'il fait une superbe saison du côté de Nice. Mais après, il a végété un peu comme une âme en peine sur le terrain. Est-ce que c'est leur association avec Sébastien Haller sur le front de l'attaque, dans une attaque à 3 un peu inédite entre ces garçons, qui les a perturbés? Est-ce que cette posture de faux ailier, Crasso, par moment avec Guessant, les a perturbés un peu? Je ne sais pas trop, parce que la vérité, sur la première période, je n'ai pas vu de grandes combinaisons, beaucoup de combinaisons entre le trio de l'attaque. Je n'en ai pas vu du tout. Le but qu'on a eu, il vient d'Hassane Camara. Donc, oui, ces deux-là... Comment? Guela. Oui, le débordement, d'accord, ça marche. Guela, remise à l'air, c'est très extra. Donc, malheureusement, ces deux garçons-là m'ont laissé un peu sur leur fin, mais peut-être que l'alignement et l'association avec Haller n'a pas apporté le fruit. Maintenant, sur les tops, j'ai vu un gamin très serein, dans un rôle qu'on ne lui connaît pas, toujours avec les éléphants. Il a joué libéraux, défenseur central dans une défense à 3. Bon, je l'ai vu serein, très calme, très posé, très belle relance. Mais aussi, il n'avait pas en face, lui, Lookman et Osimhen. Il avait des attaquants à un certain niveau, donc ça lui a permis d'avoir de la sérénité, même si par moment il est senti hésitant. Mais ça peut s'expliquer du fait que c'est une défense à 3 qui n'a pas beaucoup joué avec Senghor et Agbadou, donc forcément, les réglages n'étaient pas au rendez-vous et ça l'a perturbé. Mais pas mal, Bamé. Maintenant, après, Hassane Camara, dans le couloir gauche, je l'ai vu très combatif. Très très bon, c'est une action en première période, un superbe débordement, il envoie un ballon qui malheureusement est mal contrôlé par Guessant qui aurait pu glisser à Guelado pour envoyer un but. Ça n'a pas été fait. Donc je pense que Bamé et Camara, pour ce que j'ai vu en tout cas, je le précise encore, n'ont pas été très mauvais sur ce match avec les éléphants. Même si dans l'ensemble, il y a eu des périodes de flottement, notamment en première période, les 15 premières minutes, le milieu ne tournait pas rond, on était obligé de faire le long ballon pour surmonter le milieu du terrain. Bon, il y a eu des choses, mais bon, on a gagné, c'est l'essentiel. On va poursuivre donc avec les top et flop de Métiché et puis Jean-Philippe. Juste une seconde, juste le temps de prendre l'appelant. Monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie? Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Christine Petre, bonsoir, m'appelle. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui, salut, le plateau de la grande team. Voilà. Quand Kwadjo est venu, je le salue. Comme il est venu avec une victoire, là, c'est bon. Voilà, et puis on vous écoute. Justement, les choix des Mesfaye ont-ils été convaincants? Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Ce qu'on voulait, c'est la victoire, et puis dépasser les Gabonais, là. Parce qu'un match de groupe, c'est la victoire. Voilà, c'est les points qui comptent. Mais moi, je dis, le deux système, là, il faut plus qu'il la fasse encore. Voilà, ce qu'il m'a Mesfaye. Au plus qu'il a pas de bleu, 4-3, 4-3 là. Au plus qu'il a là. Parce qu'il est là, cumulé des attaquants en devant. Les gars, c'est jeunesse, c'est marcher sur les pieds. Alors quand c'est comme ça, là, vraiment, vous marquez ça facile. Pour les chances, le but de Guessant, vraiment, ça va. Prochainement, au plus il va faire ça encore. Mais je dis bravo pour la victoire, parce que les joueurs là ont mérité. Ils ont mouillé le maillot, ils ont aimé leur pays, ils nous ont fait honneur en mettant de petites filles là contre le Burundi. Mais Gambie là, et on parlait tous ici. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, allons avec la 3 et pour la victoire finale pour du monde. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission Les Tops, les flops de Jean-Philippe. Mais au niveau de mes flops, déjà, il y a le choix du sélectionneur Mesfaye de faire évoluer l'équipe en 3-4-3. Pour moi, c'est ce qui n'a pas permis aux joueurs de s'exprimer
convenablement, à mon sens. Donc pour moi, c'est le premier des flops. En termes d'individualité, j'ai deux joueurs dont je n'ai pas apprécié l'apport dans le jeu de l'équipe. Particulièrement, il y a Aoulou au milieu des terrains et il y a Crasso. Parce qu'on a vu que Franck Kessié balayait, il se baladait beaucoup pour essayer de donner des solutions. Aoulou devait être celui-là même qui allait essayer de faire la transition entre la ligne offensive et la ligne médiane. Finalement, il y a eu beaucoup d'approximations dans son jeu, beaucoup de ratés dans son jeu personnel, ce qui a poussé le coach à la 65e minute à le faire sortir pour faire entrer un autre milieu de terrain. Maintenant, au niveau de mes tops, j'ai beaucoup aimé la débauche d'énergie de Sébastien Haller. Au-delà de sa passe décisive, lui qui devait rester en pointe pour jouer en déviation, était celui-là même qui venait jusque au niveau du milieu des terrains, faire des récupérations, essayer d'amorcer les offensives. Et je pense qu'il était bien récompensé parce que c'est lui qui permet à Guessant de pouvoir inscrire son premier but avec l'équipe nationale. Il y a également Franck Kessié que j'ai cité, qui pour moi est resté égal à lui-même, avec un jeu de très haut niveau dans, dans les relances et dans la gestion même du tempo du jeu des éléphants. Il y a Jean-Philippe Bamé, j'ai été très heureux de le revoir. J'avais fait un pari, même sur ce plateau, sur lui, parce que j'estime, je ne dis pas j'estimais, j'estime pour moi que c'est l'un des footballeurs ivoiriens les plus doués de cette génération. Malheureusement, il a eu beaucoup de pépins physiques. Il est en train de revenir petit à petit à son meilleur niveau. J'espère qu'on va récupérer Jean-Philippe Bamé jusqu'à la prochaine CAN en pleine possession de ses capacités. Je pense que toute la Côte d'Ivoire va véritablement applaudir ce garçon-là qui, pour moi, est magnifique dans le registre de défenseur central et de milieu de terrain. Et puis bon, c'est vrai que Roger Stéphane a dit qu'il a disparu après son but, mais je pense que quand même, ce but-là nous sauve nous tous. Donc pour moi, Guessant, c'est la cerise sur le gâteau. Pour moi, il fait partie des tops. Donc voilà pour moi mes flops d'abord et ensuite mes tops. Nous avons un appelant, M. Ngoran, il nous appelle de Boisflé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, madame. Voilà, on vous écoute. Les choix d'Emmaes Faé ont-ils été convaincants? Oui, pour moi, c'est très convaincant. Oui. Chaque match a son classement. Emmaes Faé, c'est un expert. Connaît tous les contours des matchs. Donc, il sait que dans 3 jours, ou bien 4 jours, on aura un autre match au Safre Boyer. Oui. Donc, il a un autre classement en vue. Et les mêmes joueurs, au moins 80% de ces mêmes joueurs qui ont évolué aujourd'hui, seront encore alignés. Donc, il ne faut pas quand même qu'ils se tuent. Et puis, dans 4 jours, ou bien 3 jours, revenir encore sur le terrain. Alors, chez moi, madame, la qualification de la Coupe du Monde, c'est la victoire. Emmaes a bien fait son classement. C'est un classement convaincant et je le remercie. Et la victoire à la Côte d'Ivoire, Dieu merci. Vive Emmaes Faé, vive ses joueurs, vive la Côte d'Ivoire, madame. Merci beaucoup à vous, monsieur Ngoran. Merci beaucoup, qui nous appelait donc de Boisflé. Merci pour votre participation à l'émission. On termine avec les tops et les flops de Méchichi. Alors, je donnerai un bon point à Evan Guessant. Oui. Evan Guessant, pour moi, pour un attaquant, quand tu as une occasion, il faut la mettre dedans. Il l'a mise dedans, et pour moi, c'est le top au niveau de l'attaque. Au niveau de la défense, j'ai remarqué l'apport offensif de Hassan Kamara. Il a été très, très utile sur le côté gauche avant de sortir. Et puis, au milieu de terrain, il y a le capitaine Franck Kessié. À côté de lui, Aoulou a été l'ombre de lui-même. Donc, c'est Franck Kessié, pour moi, le top au milieu de terrain. Derrière, Bamé a assuré, Singo a également, Singo les deux ont également assuré. Derrière, ils ont tous assuré. D'accord? Donc, mais une remarque générale. Une remarque générale. Et je l'ai dit ici la dernière fois. Oui. J'ai dit que dans notre équipe, dans notre défense, on n'a pas un défenseur qui sert de rampe de lancement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une équipe joue comme le Burundi a joué aujourd'hui, comme on a eu le Lesotho avant, quand ces équipes-là se trompent en venant chercher l'adversaire dans notre camp, il faut qu'il y ait un défenseur qui envoie un premier ballon et qui suit l'action. Kolo le faisait très bien. Kolo le faisait très bien.
Zokora Maestro le faisait très bien. En Afrique du Sud, on a connu un garçon comme Mark Fish. J'ai cité les Fallait Villasco et consorts ici la semaine dernière. Il nous faut des joueurs qui dépassent, les défenseurs surtout qui dépassent leur fonction, pour aller apporter un plus en attaque. Je n'ai pas encore vu ça depuis des années dans cette équipe nationale. À partir du moment où on a un problème de distributeur de ballon de numéro 10, il faut un défenseur qui serve de première rampe de lancement. Les entraîneurs, les sélectionneurs sont là, ils vont aller partout dans le monde, ils vont en trouver. Très bien. Voilà. Le dernier en date, c'était Eric Bailly. Très bien. Bon, monsieur, avant d'avancer, s'il vous plaît, si vous permettez, voyons les résultats complets de la 5e journée, le classement et le programme de la 6e journée dans le groupe F. Au niveau du groupe F, après les victoires du Gabon face aux Seychelles, la Gambie face au Kenya et de la Côte d'Ivoire face au Burundi, respectivement par des scores de 3-0, j'ai dit plutôt la Gambie a battu le Kenya, ils ont fait match nul 3-3 et le Burundi s'est incliné face à la Côte d'Ivoire 1-0. La Côte d'Ivoire prend la tête de ce groupe-là avec 13 points plus 13, suivi du Gabon 12 points plus 5. Le Burundi est 3e avec 7 points plus 1, suivi par le Kenya 4e 6 points plus 4. La Gambie est 5e, la Gambie que la Côte d'Ivoire va affronter le mardi prochain avec 4 points plus 0. Et le bon dernier, ce sont les Seychellois qui ont 0 points, moins 23. Plutôt le lundi. Voilà, donc c'était le lundi. Donc, le problème de la 6e journée, déjà le dimanche 25 mars, on aura Kenya face au Gabon. Le lundi 24 mars, Côte d'Ivoire face à la Gambie. Et le mardi 25 mars, Burundi face aux Seychelles. Voilà. Allez, donc on va poursuivre surtout dans les choses à améliorer pour cette prochaine rencontre Côte d'Ivoire-Burundi. Côte d'Ivoire-Gambie. Côte d'Ivoire-Gambie, oui. Coach Georges. Bon, moi, je pense que ce qu'il faut améliorer réellement, c'est les transmissions, les relances. C'est-à-dire que dès les transitions, dès qu'on a récupéré le ballon, il faut que ça aille vite vers l'avant, vers le milieu, vers l'attaque, pour qu'on puisse prendre l'adversaire à défaut. Mais cette équipe a tendance à un peu conserver. Dès qu'on récupère le ballon, on doit faire une passe à côté, chercher. Et donc, quand c'est aussi lent, l'adversaire se regroupe, s'organise et récupère le ballon. Et vous prenez l'adversaire à défaut difficilement. Sinon, on a de très bons joueurs. S'ils peuvent relancer rapidement pour des gens comme Haller, pour des gens comme Crasso, pour des gens comme Guessant, qui ont de la vitesse, ils peuvent prendre une défense à défaut et puis marquer. Donc pour moi, ce qu'il faut, c'est la transmission. Le passage d'une balle récupérée à une attaque relancée rapidement. Donc si notre équipe réussit à transmettre le ballon rapidement, je pense que nous allons pouvoir faire la différence avec n'importe quelle équipe. Parce que la qualité des joueurs, quand j'ai vu cette équipe, à la première équipe, tous les joueurs sont techniques. Regardez, jetez un coup d'œil, regardez tous ces joueurs. Faye a fait un choix exceptionnel, technique. Bamin, Aoulou, Kessé, Camara, Guela, c'est Guela. Guela, Haller. Mais c'est de très bons joueurs. Techniquement, ils sont bons. Très bien. S'ils peuvent jouer vite, il n'y a pas de souci pour cette équipe. Très bien, donc vous, de la vitesse. Nous avons un appelant, M. Diomandé, il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, je vous en prie. On vous écoute. Les choix des Mess Faye ont-ils été convaincants, Burundi, Côte d'Ivoire? Alors là, pas du tout. OK. Oula, on l'a perdu. Au moins, il a donné son point de vue. Bon, il avait une très belle attaque. Vous pouvez nous rappeler, hein, monsieur Diomandé, au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Oui, que faut-il améliorer pour mieux aborder justement la rencontre face à la Gambie? Écoutez, moi, je suis pour un principe qui est simple. Il faut peut-être éviter les fantaisies. Plus vous évitez les fantaisies, plus vous jouez sur vos valeurs, plus vous jouez sur votre maîtrise, vous êtes plus souverain. Il faut éviter les fantaisies. Face à la Gambie, il faut revenir à notre 4-3-3. Il est classique, il est maîtrisé, il est connu, on le maîtrise parfaitement, on va le jouer. Je peux comprendre que sur ce match-là, Faye a peut-être voulu éviter un piège. Le piège de l'adversaire qui maîtrise un système et qui vient avec des couloirs parce que la preuve, ils sont venus avec 4 milieux de terrain
et 5 défenseurs. Le souci à eux, c'était de boucher les couloirs. Ils l'ont bien réussi parce que dans leur couloir, puisque nous on a battu également nos milieux de terrain sur le couloir avec 2 pistons, Doué et Camara, on n'a pas été très très bon dans les couloirs. Donc il y a peut-être ce souci. Mais la vérité, il faut revenir à ce que nous on maîtrise le mieux. Parce que si vous êtes dans un système que vous ne le maîtrisez pas bien, les enchaînements, la construction, l'organisation, l'élaboration sont difficiles. Donc, revenez à notre 4-3-3. Deuxième élément, il faut aligner une attaque complémentaire en fonction du style de jeu et du comportement de l'attaque, du leader de l'attaque. Ouais. Le but qu'on a eu, c'est un centre en retrait de Guela Doué, une remise de Sébastien Haller, contrôle et frappe de Nguessan. C'est du classique, le ballon vient d'un centre. Autour de Sébastien Haller, ce qu'il faut, ce sont des ailiers de débordement pour Sébastien Haller. Si on a décidé de jouer à Sébastien Haller, il faut jouer avec des ailiers de débordement. Regardez tous les buts à la canne qu'il met. C'est Adengra, débordement, centre, but, etc., etc. Il faut revenir à ça. Parce que cette attaque que j'ai vue, elle n'a pas marché parce que les 3 attaquants alignés ont le profil d'avant-centre aspiré par l'axe du poteau. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils se sont marchés dessus. Crasso avait un problème de placement. Nguessan a couru un peu n'importe où. Sébastien allait à remiser par moment. Mais dans le fond, les 3 devant n'ont pas combiné parce qu'ils ne sont pas complémentaires. Il faut donc demander à Fayet de revenir à nos fondamentaux. On a les joueurs pour, on a la qualité pour. Attention à cette Gambienne, j'en parlais tout à l'heure. Il faut faire attention aux Gambiens. Si on fait de la fantaisie, on pourrait se faire mal. Et nous avons un appelant, M. Amanzan. Il nous appelle de Kofi Amankro. Bonsoir, monsieur. Maman, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous remercie. Voilà, on vous écoute. Bonsoir. Les choix de Mesfayan ont-ils été convaincants? Je dirais moins. Ce qui est sûr, nous avons gagné. Si le choix, c'est moins. Nous, on voulait la victoire, on a gagné. Et ça aussi, c'est nous-mêmes qui avons demandé. On dit que Faye, chaque fois, faire 4-3-3. Aujourd'hui, qu'il fait autre chose, on se plaint. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il a fait un peu moins. D'accord. Bien noté. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Toujours dans les choses à améliorer. Mais je dirais que après ce que Roger Stéphane a dit, il m'a pratiquement arraché tous les mots de la bouche. Voilà, mais qu'est-ce que je peux ajouter de plus si ce n'est dire qu'en termes d'analyse déjà, quand on a regardé cette rencontre face au Burundi, je l'ai dit, le Burundi, heureusement pour nous, a manqué d'ambition au niveau de son jeu offensif. Parce que sur le plan défensif, l'entraîneur a réussi quasiment son coup face aux éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai vu sur certaines phases de débordement au niveau des joueurs de côté que les Burundais se retrouvaient à chaque fois à 3 contre 2. Ils faisaient tout pour être en supériorité numérique sur les côtés pour nous empêcher de développer nos actions sur les ailes. À preuve, même le centre de Guela, ce n'est pas un centre totalement abouti. On sait que nos élèves vont généralement au bout de leur action pour essayer d'envoyer des centres en retrait ou des centres tendus. Mais là, comme il a vu que le couloir était bouché, il a envoyé un centre à mi-hauteur et bon, qui était très bien exploité par la ligne offensive et puis on a eu ce but. Mais par la suite, Camara, même qui essayait de perforer, comme on appelle, sur son côté, est obligé de revenir à chaque fois dans l'axe. Quand on a réaxé notre jeu, malheureusement, c'est Kessé seul qui avait la qualité pour apporter ce danger. Je l'ai dit hier ici, quand vous allez jouer face à une équipe qui va densifier son milieu ou avoir un bloc bas, vous devez avoir des milieux qui sont capables de frapper de loin pour essayer de les inquiéter. Non, milieux ne l'ont pas fait. Quand Kessé le fait, Aoulou a une magnifique frappe qu'il n'a pas utilisée. Du moins de ce que nous on a pu voir, hein, Roger, Stéphane et moi. Kessé également, magnifique frappe qu'il n'a pas pu utiliser. Face à la Gambie c'est une équipe qui a joué la Coupe d'Afrique. Hein. La Gambie c'est une équipe qui est athlétique, c'est pratiquement le même jeu que cette formation du Burundi, sauf que cette équipe, elle est très ambitieuse sur le plan offensif. Donc, pour moi, il n'y a pas de calcul à faire. On doit revenir à un système de jeu qui va nous permettre de nous imposer déjà dans la possession de balles, dans la construction face à cet adversaire. Et on le sait tous, le seul système aujourd'hui que la Côte d'Ivoire maîtrise parfaitement, qu'on perd ou qu'on gagne, c'est le 4-3-3. Donc, il faut qu'on arrête les fantaisies. Au pire, on revient au grand classique, le 4-4-2, s'il veut changer un peu. Mais, bon, je pense qu'on est au 4-3-3. Et comme Roger l'a dit, il faut avoir des ailiers de métier
qui vont tout simplement, eux, avec les latéraux, faire des dédoublements pour essouffler l'adversaire et puis nous permettre de trouver la faille. Parce que moi, quand je vois ce qu'on a fait face à la Gambie et qu'on dit qu'on est convaincu, si on refait le même match face au Burundi, face à la Gambie, je ne suis pas sûr qu'on va avoir le même résultat. Donc, il y a des choses à améliorer. J'espère que le coach fera ces améliorations-là pour le prochain adversaire. D'accord. Aimé Tchétché, quelles sont les choses à améliorer pour vous? Oui, alors d'abord, je voudrais préciser que chaque match a ses réalités. Exactement. Chaque match a ses réalités. Aujourd'hui, il a décidé de jouer en 3-4-3. Ça lui a réussi, puisqu'au final, il gagne le match. Contre la Gambie, il trouvera le système nécessaire pour gagner son match. Cependant, je voulais lui rappeler que même si on a gagné les Gambiens 2-0 au match aller, il faut savoir que le match que j'ai vu hier contre le Kenya, où ils ont fait 3-3, il y a eu un danger qui s'appelle Moussa Baro. Il était déjà à la CAN, ici en Côte d'Ivoire. Il a été un véritable poison pour la défense kenyane. Malheureusement, leur défense, la défense gambienne, Ils ont le tout net, elle n'est pas du tout. Voilà. Une seconde, messieurs, nous avons un appelant, s'il vous plaît. Monsieur Tansège, il nous appelle de Mans. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et merci beaucoup. Alors, vous écoutez l'éliminatoire mondial 2026. Les choix des Metz Faye ont-ils été convaincants? Oui, j'ai dit oui, pas oui, véritablement. Juste, je voudrais apporter tout juste mon point de vue. On vous écoute, allez-y. On a nos experts sur le plateau. C'est des personnes responsables que nous les aimons beaucoup. On vous écoute, monsieur Tansège. Voilà, que nous écoutons tous les jours par rapport à la question. On vous écoute, s'il vous plaît, par rapport à la question LGT. Les choix des Metz Faye ont-ils été convaincants? D'accord, je vais répondre directement. Ce choix-là, ça n'a pas été convaincant. Voilà, je ne sais pas si dans son dossier, peut-être il a des difficultés avec les joueurs. On n'arrive pas à comprendre. Voilà, on ne peut pas aligner 3 attaquants à la fois. C'est pas normal. Nous ne sommes pas des personnes, mais c'est du jamais vu ça. Nous ne voyons pas ça. Voilà, moi, je n'ai jamais vu ça. Et c'est pas si chacun de ces attaquants-là lui demande forcément de se faire aligner. Nguessan, c'est un attaquant de pointe. Sébastien, pareil, comme Crasso. Mais c'est pas très aussi catholique de diagnoser ces 3 à la fois. Je ne sais pas s'il y a un problème au niveau de... D'accord. C'est tout ce que je voulais dire, madame. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission, monsieur Tansège. Merci beaucoup. Oui, Aimé Tchétché, je vous laisse poursuivre. Oui, pour terminer, je voulais dire qu'il faut faire très très attention à ce garçon, Baro. Et puis, il y a le coéquipier d'Adengra, Menté. Menté qui joue à Brighton également. Il a marqué un but. Donc, il y a 2 poisons sur la ligne d'attaque de cette équipe gambienne. Bon, à l'attention de Emers aussi, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas toujours, même si je dis que chaque match a ses réalités, ce n'est pas toujours en agglutinant les attaquants devant qu'on réussit à marquer beaucoup plus de buts. Oui, Jean-Philippe, vous désirez ajouter quelque chose? Par rapport à l'appelant, bon, n'allons pas chercher les preuves non plus. Est-ce qu'il y a des preuves, etc. Parce que ce qui est factuel, c'est que les ailiers de Faye Metz en ce moment ne sont pas en pleine forme. Adengra, il ne joue pas beaucoup à Brighton. Diakité Omar. Il est pratiquement 9. Voilà, Diakité Omar est devenu quasiment un avant-centre. Lui aussi n'a pas sa réussite en ce moment. Et Nicolas Pepe revient de blessures. Ah, mais il a fait un magnifique match quand même. Oui, je suis d'accord. Ça peut peut-être expliquer que, bon, Faye, sur ce coup-ci, ait tenté quelque chose. Mais par contre, ce qui est juste, c'est que ce fameux 3-4-3 nous crée toujours des problèmes. Ce n'est pas la première fois. On l'a déjà joué, je crois, 1 ou 2 fois. On a eu le même débat. Il faut le laisser. Face au Kenya. On a fait 0-0. Voilà, il faut le laisser. Il faut revenir à nos fondamentaux. Cela dit, sur la Gambie, quelqu'un même a voulu un peu mes arguments. Parce que Gambie, Kenya, la Gambie a mené 2-0. But de Baro, 55e minute. But de Menté, 61e minute. Ensuite, le Kenya a fait 2-2, 69, 75. Oui. Baro, 84e minute. 804, 3-3 entre les 2 équipes. Autrement, cette équipe gambienne, elle marque beaucoup. Elle marque beaucoup. Elle a 2 joueurs. Ces 2 joueurs clés sont en pleine forme.
Barreau, meneur de jeu, numéro 10, grand footballeur, et en pleine forme, il a marqué. Menté, il fait partie des joueurs qui mettent Adingra sur le banc. C'est à cause de Menté qu'Adingra ne joue pas à Brighton. Donc, attention à cette équipe de Gambie. Ils ont 2 formidables joueurs qui sont en pleine forme. Si on reprend les mêmes tergiversations qu'on a eues là face à l'équipe du Burundi, ça pourrait nous causer des problèmes. J'ai bien failli de faire simple, de faire juste, pour qu'on ait juste contre cette équipe gambienne, parce que ces 2 métronomes sont en pleine forme en ce moment. Attention. Éliminatoire mondial 2026, les choix d'Emes Faé ont-ils été convaincants? Burundi, Côte d'Ivoire, on écoute l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Oui, c'est vraiment convaincant. Ils ont joué, ils ont fourni de gros efforts et la victoire nous revient. Donc la victoire est dans le camp des éléphants. Vraiment, c'est une belle victoire. C'est mérité. Vraiment, en tant qu'Ivoirien qui aime le football, je trouve que le choix de l'entraîneur Emes Faé ne m'a pas vraiment convaincu. Voilà. Je n'ai pas compris dans le but où il a fait jouer 3 attaquants en même temps sur le terrain. C'est-à-dire Sébastien Haller, Crasso et, comment dirais-je, Emmanuel et Nguessan. Voilà. Donc, vraiment, je n'ai pas vraiment été très convaincu. C'est-à-dire qu'il devait faire rentrer un percutant du nom d'Adingra, voilà, pour pouvoir plus apporter sur le côté. Mais du coup, son choix ne m'a pas vraiment convaincu. Donc, je ne suis pas satisfait déjà du match et ensuite aussi du score. Vraiment, je m'attendais au moins à 3 buts pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais du coup, nous nous retrouvons à seulement qu'un but. Pourtant, nous avons des concurrents qui sont juste là. Donc, nous attendons encore plus d'opportunités face à la Gambie, voilà, pour le prochain match. Oui, je peux dire. Je peux dire parce que actuellement l'équipe en place, j'ai trouvé l'équipe un peu, je vais dire, motivée. Voilà, motivée et prêt. Voilà, moi selon moi, voilà, il trouve que l'équipe en place est solide. Avec cette victoire, les éléphants de Côte d'Ivoire, leaders donc, de leur poule, est-ce qu'on va vers une finale Gabon-Côte d'Ivoire, coach Kwadjo Georges, en septembre prochain? On va vers un match épique, un match de nerfs, Côte d'Ivoire-Gabon, au Gabon, je pense. Non, c'est ici. C'est ici. Au Gabon. Non, c'est au Gabon. C'est au Gabon. On a gagné 8-0. Voilà, 8e journée Gabon-Côte d'Ivoire. Voilà, donc je dis qu'on va aller vers une finale Côte d'Ivoire-Gabon. Et il faut faire attention à Bouanga. Bouanga, c'est un joueur très. Denis Bouanga. Denis Bouanga, il est très important pour le Gabon. Il est fort, il sait jouer, il est rapide, il est félin et il va vite. Donc, il faut faire attention à ce joueur. Sinon, je dis bien que si nous sommes concentrés avec notre équipe, quelle que soit l'équipe qui se présente à nous dans cette poule, la Côte d'Ivoire devrait être au Mondial 2026. D'accord, très bien. La grande team de soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, amoureux du sport. Prenez soin de vous. C'est le début du week-end. Pour nous, on se retrouve lundi. D'ici là, faites toujours du sport.